rapport à ça. En revanche, quand il va à la BBC parler en anglais à la rue arabe, parce que la BBC est très regardée dans la pays arabe, elle a une tendance un petit peu islamo-gauchiste, enfin ça, on ne va pas dire le contraire. Même la BBC maintenant est islamo-gauchiste. Parce qu'elle est beaucoup écoutée dans les pays arabes, et pas que dans les pays arabes, connard. 35 débats autour de la politique étrangère conduite par Emmanuel Macron, avec deux invités. Thomas Gassillou, qui est député Renaissance du Rhône, président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée. Bonjour. Bonjour. Thomas Gassillou, merci d'être avec nous. Franz-Olivier Gisbert avec nous, écrivain, éditorialiste, auteur de l'histoire intime de la Ve République, tragédie française aux éditions Gallimard. Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a perdu la boussole en matière de politique étrangère? Je suis pas sûr qu'il ait jamais eu une boussole. Et bim carrément. J'ai jamais eu de boussole, Macron. Non, mais en fait, c'est un peu les mecs... Bah si, il a toujours eu, il a eu une boussole. La boussole, elle est pro-américaine. Il n'a pas eu de boussole, si. Quand Macron est pro-ukrainien, c'est pro-américain. Hein, donc là, en fait, il exagère un peu, en fait, là. Mais en fait, comme les Américains sont, en fait, aussi un peu dans le changement d'attitude, Macron, il fait pareil, quoi. Mais en fait, si, Macron a une boussole, et la boussole indique non pas vers le nord, mais vers les États-Unis d'Amérique. Quoi qu'il arrive, parce que quand c'était Trump, il a essayé de... quand c'était Trump, pas quand c'est... Ah non, à part quand ça a été Trump, où là, il a essayé de séduire Donald Trump. Hein, il s'est fait humilier par Donald Trump. Et là, c'est Biden, et donc là, il suit simplement la politique américaine étrangère. Donc oui. il n'a pas perdu. Oui, il godille. Et je suis un peu triste de la dernière séquence parce que il peut être bon, hein. Madame Macron, ça lui est arrivé notamment dans la deuxième phase du Covid quand il a pris les choses en main. Oui, c'est vrai. Où là, j'ai trouvé excellent. En revanche, sur la politique étrangère, je pense que son problème, et c'est le problème de Macron en général, il n'y a pas de conviction et donc ça tourne vite à la com. Exemple. Sa déclaration sur l'Hamas, on va faire une coalition contre le Hamas. Non mais franchement, coalition internationale, oui, contre le terrorisme. Non mais on tombe de sa chaise quand on entend ça, c'est complètement débile. Aucun pays arabe ne va, alors qu'ils sont tous pour la destruction du Hamas, mais oui. Aucun pays arabe ne pouvait aller dans cette histoire. C'est grotesque. Enfin, c'est de la part d'un chef d'État, je comprends pas quoi. Mais où est-ce qu'il va chercher ses idées? Bon, deuxièmement, j'ai trouvé que moi je fais pas partie de ceux qui le critiquent de pas avoir participé à la marche contre l'antisémitisme. Ça, c'est son problème. On s'en fout de son... Moi non plus, l'autre. Jean-Jacques Bourdin, moi non plus. Non, mais bon, c'est vrai que pour le coup, c'est une histoire de ligue anti-Hamas. C'est vrai que c'était un peu débile comme... C'était un peu débile, alors que fondamentalement, ça devrait leur plaire en fait à eux. Pourquoi? Parce que la première chose, et c'est ce qui est le Front National, le RN et les médias, les journalistes sur CNews, Sud Radio, etc. La première chose qu'ils ont dite, c'est le Hamas c'est comme Daesh. Hein, et ils ont expliqué. C'est pour ça qu'ils ont dit nous aussi nous sommes victimes du Hamas parce que. Bon. Donc en fait, logiquement, quand il a dit qu'il faut faire une espèce de collectif international contre le Hamas, normalement, eux, ils auraient dû être contents, puisqu'ils comparaient le Hamas à Daesh. Tu vois? Donc, et à l'État islamique. Mais c'est vrai que ça n'avait pas de sens, parce que c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Le Hamas, ça n'a rien à voir avec Daesh et tout ça. Oui. Il décide, et ça, c'est son souci. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. En revanche, quand il va à la BBC parler en anglais à la rue arabe, parce que la BBC est très regardée dans la pays arabe, elle a une tendance un petit peu islamo-gauchiste, enfin ça, on ne va pas dire le contraire. Même la BBC maintenant est islamo-gauchiste.
Parce qu'elle est beaucoup écoutée dans les pays arabes, et pas que dans les pays arabes, connard. C'est quoi cette espèce de... Enfin, je veux dire, les pays arabes écoutent la BBC pour savoir ce que la France pense. Donc les pays arabes, et c'est ça aussi, vous voyez, cette espèce de... Voilà, de mépris, quoi. Vous voyez, ouais, vous savez, BBC, c'est pour les Arabes, ils écoutent ça, les Arabes. Et puis en plus, tu crois que les... Ce que tu dis là, c'est sur Internet, hein. Internet, il n'y a plus de tel pays, tel pays, tel pays. Il y a des mecs en Afrique, ils sont au bled, ils écoutent Sud Radio, hein. Ils écoutent les émissions, ce qui se passe en France. Si vous voulez, donc de croire que c'est la BBC, que tous les Arabes écoutent la BBC, faut pas exagérer quand même, hein. Les populations arabes sont plutôt des populations qui sont assez jeunes, et elles sont plutôt sur Internet. Donc elles sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux et sur YouTube qu'en réalité sur la BBC. Donc là, une erreur de argument qui est un peu limite et qui en fait traduit un racisme profond en fait, hein. C'est difficile, hein, c'est vraiment comment dire, une radio assez engagée. Oui. Et il leur parle en fait en anglais et il leur dit, il dit que des horreurs sur Israël. C'est-à-dire, vous voyez très bien, ça passe d'un truc à l'autre. Finalement, on ne connaît pas ses positions. Or, si on regarde bien par rapport au Proche-Orient, il y a une espèce de ligne depuis, je dirais presque fixée par le général de Gaulle, qui est une position d'équilibre, qui est très intelligente, que Macron tient, oui. Si vous regardez. Cette exposition d'équilibre très intelligente, bah non, en fait on est pote avec Israël, mais voilà, on le crie pas sur tous les toits, quoi. Hein, on finance, on arme Israël, mais bon, on fait pas les marioles là-dessus, et comme ça les Arabes sont contents. C'est ça en fait la position arabe de la France, hein. Pas me faire croire que... Puis surtout, ça c'était De Gaulle, et puis t'as pas m'expliquer que De Gaulle, depuis De Gaulle, Sarkozy, ça n'a pas changé. Est-ce que De Gaulle aurait été pour la guerre en Libye, la guerre en Syrie? Je veux dire, les mecs, ils ont une mémoire qui est assez courte en fait, hein. Il y a des événements qui n'ont pas existé dans l'histoire, là, de l'histoire assez proche, et des événements historiques qui n'ont pas existé, quoi. L'Irak, ça, on va me dire oui, mais la France n'a pas participé. Ouais, mais elle est allée en Afghanistan, la France. Elle est allée en Libye, la France. Elle est allée en Syrie, la France. Regarder les choses objectivement, oui. Il est sur cette ligne d'équilibre. Le seul problème, c'est que ça va dans tous les sens, c'est-à-dire c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et si vous voulez, à force de faire en fonction du lieu où il se trouve, peut-être. Je dirais même, alors là, de ses interlocuteurs. Oui, en fonction de ses interlocuteurs, toujours pour être gentil. Par exemple, oui. Vous regardez, il a donné un permis d'envahir à la Chine après sa visite en Chine, une visite officielle, et il donne un permis d'envahir à la Chine, Taïwan, enfin, ce qui est un truc de fou, quoi, en sortant. Permis d'envahir, de quoi il parle, lui? Quand est-ce que Macron a dit à la Chine qu'on pouvait envahir Taïwan? Quand est-ce qu'il a dit ça? Il dit oui, c'est comme Mélenchon, quoi. Oui, enfin, c'est... Comme Mélenchon, quoi. Ça, c'est vraiment... c'est une discussion de comptoir, quoi. C'est-à-dire, on voit, si vous voulez, que ça n'est pas tenu, et on voit l'absence totale de conviction, alors que il se tient quand même, il essaie de se tenir sur la ligne qui a été fixée par le général, qui a été suivie, n'oubliez jamais, par Giscard, par oui. Mitterrand, par Sarkozy. Oula, vous voyez, c'est une crapule, ce mec, hein. C'est une crapule, hein. C'est pas me faire croire que Sarkozy a suivi la politique arabe de De Gaulle. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Par Hollande et qui suit. Hollande. Mais Hollande, c'est la guerre en Syrie. Sarkozy, c'est la guerre en Libye. Je crois qu'en fait, la France, là, elle est tellement en perdition que c'est plus par quoi s'accrocher, quoi. Oh oui, mais De Gaulle, si vous voulez, De Gaulle, c'est un peu, si vous voulez, le personnage historique qui permet à ces gens-là de se donner une sorte de crédibilité, en fait. C'est qu'en fait, vous aimeriez que De Gaulle soit là, mais c'est vous qui l'avez viré, De Gaulle. C'est vous qui l'avez viré, De Gaulle.
Ouais, puis en plus de Gaulle, faut pas non plus exagérer, hein. De Gaulle, ouais, c'est pas non plus... hein. Mais puis De Gaulle a pu exister à certaines séquences historiques. Hein. De Gaulle aujourd'hui, il servira à quoi De Gaulle aujourd'hui? On m'expliquer, oui, la puissance d'équilibre, il n'y a plus d'équilibre aujourd'hui là. On n'est plus du tout dans le même système, dans la même organisation géopolitique. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est encore dans cette espèce enfin, ce monde, si vous voulez, unipolaire, américain, avec comme pays, comme alliés, vassaux, les Européens, est en train de s'effriter. Et on arrive maintenant vers un monde qui est plutôt dit multipolaire, c'est-à-dire régional. La Russie va gérer son coin, la Chine va gérer son coin, dans les pays arabes, l'Iran va peut-être gérer aussi son coin, ses pays, ses proxys. Donc De Gaulle, il serait même là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse De Gaulle a pu exister parce que la France était aussi pas pareil. Je veux dire, la France, elle avait toute l'Afrique, la France. C'était une puissance énorme, la France. Enfin, une puissance, non. C'était plus une puissance, mais elle a réussi à survivre grâce à ses colonies, la France. D'accord? De Gaulle, c'est surtout les colonies françaises hein, l'Algérie, beaucoup de pays d'Afrique, etc. Afrique noire. Donc, toujours ramener vers De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle tout le temps, c'est un peu énervant, quoi, parce que ça fait un peu, voilà, c'est ça l'argument qu'on a, quoi. Oui, mais De Gaulle, ouais, mais De Gaulle, voilà, quoi, aujourd'hui, De Gaulle, tu vois, en plus, vous l'avez viré, en plus. Oui, un peu, mais et alors, dernier point. Dernier point, oui, parce que je voudrais donner la parole. Je Oui. pense qu'il fait de l'électoralisme, c'est-à-dire que il soigne l'électorat juif. Alors on fait une lettre aux juifs, et on va pour s'excuser de pas aller à la marche. Et ça, moi je répète, je comprends qu'il ne soit pas allé à la marche. Et puis de l'autre côté, justement, on va s'adresser à l'électorat arabo-musulman à travers la BBC. C'est pas très sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. Thomas Vous imaginez, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce mec-là, et c'est ça qui est assez inquiétant, les mecs. Hein. C'est ça que, en fait, espèce de réduction sur l'islam et les musulmans, c'est dangereux parce que croire qu'il n'y a que les musulmans et les arabes qui défendent les Palestiniens, déjà, c'est déjà une erreur. C'est une erreur. Il y a plein de pays qui sont ni musulmans ni arabes qui trouvent que ce que fait Israël est complètement est inexcusable. Si vous voulez, donc donc là, vous voyez, c'est du racisme pur en fait. Ah, mais c'est comme ça, hein. Cassiou, la défense. Alors, je trouve que c'est une position extrêmement dure là qui est tenue. Moi, je vois tout à fait le contraire. Et d'ailleurs, quand je me déplace un peu à l'étranger, tout le monde, au contraire, me loue les qualités de ce président. Et... Ouais, exagère pas non plus. Là. Tout le monde me loue, là, exagère. Là, t'exagères grave. Tout le monde me loue. Quand tu vas en Russie, les Russes ils disent Macron il est super. Quand tu vas aux États-Unis, tu penses que les Américains ils disent Macron il est super. Bah, quand tu vas au Niger et au Burkina Faso, Macron il est super. Quand tu vas en Afrique, les mecs ils disent putain Macron on veut le même. Ah mais les mecs il faut arrêter. Je comprends que c'est toi après, bon c'est vrai il peut pas non plus... il défend la boutique mais bon quand même, son argument... Et beaucoup d'étrangers disent on aimerait avoir un tel président justement qui a une vision internationale et qui la décline et qui est capable de parler avec tous. Si moi je regarde les questions de défense, effectivement il y a une vision extrêmement simple en 2017 qui est de porter le budget de la défense à 2% du PIB. Beaucoup de présidents l'avaient fait avant lui. C'est le seul à avoir tenu la ligne depuis plusieurs années sans y déroger, avec des lois de programmation militaire qui ont été bâties pour correspondre à cet objectif et qui ont été respectées année après année. C'est une des premières fois depuis une trentaine d'années. Donc ça me fait un peu mal, je trouve. C'est un peu difficile quand on dit que ce président n'a pas de vision et s'y tient pas, puisqu'en matière de défense,
on assiste par exemple à tout le contraire. Et Monsieur Gisbert parlait par exemple de la position sur le Proche-Orient qu'on lui reproche, mais cette position elle est extrêmement claire, elle est extrêmement cohérente avec les positions traditionnelles de la France. J'ai pas dit le contraire. Voilà. Je dis juste c'est mal fait. C'est-à-dire que on pourrait, il s'adresse si vous voulez, presque à des électorats différents, et chaque fois en leur donnant ce qu'ils veulent. Mais en revanche, il pourrait dire, par exemple, s'il avait été à la BBC, en parlant en anglais, ce qui ne me dérange pas, mais en disant voilà la position de la France, j'aurais compris. Mais là, il accuse Israël pour les bombardements. Et de l'autre côté, c'est aussi la position de la France, tu vois. En fait, lui, il pense que mais en fait, c'est parce qu'il comprend pas qu'en fait, Israël traite plus du cul, là. Là, Macron, enfin... Ouais, Macron, il est pas simplement... il se dit, bon, si la France... est un peu... voilà, quoi, elle est un peu embêtée de la position, en fait, c'est ça. Parce qu'elle essaie de... Comme les États-Unis, d'ailleurs, hein. Biden au début, oui, allez-y les mecs, vous avez le droit de vous défendre, machin, on vous soutient. Puis ensuite, c'est devenu un carnage. Alors vous avez beau avoir les journalistes en France qui essaient de raconter qu'en fait, non mais c'est pas pareil parce que les Israéliens ils font ça avec amour et tout ça, mais le reste du monde il ne le voit pas comme ça. Hein. Donc en fait, lui son problème c'est qu'il est, et c'est le problème malheureusement de la France, et ça, c'est ça qui fait. En même temps, que c'est inquiétant, non. En fait, c'est vers là où vous allez, les mecs. Ce sera l'analyse franco-française. Tu vois? C'est-à-dire que la position française, c'est normal en même temps, hein, puisqu'il y aura, vous n'avez plus de diplomatie, vous n'avez plus tout qui s'effondre. Donc là, c'est la France toute petite, et le point de vue de ce qui se passe en France, le point de vue de la France, et des médias français, on va dire, devra se traduire dans la politique extérieure française. Donc, Macron, lui, il se dit, bon, je peux pas non plus être trop pro-israélien parce que dans la perception internationale, Israël est en train de faire n'importe quoi. Et si je me colle trop à Israël, c'est pas bon non plus. D'accord? D'où la note des diplomates dans le Figaro. Où ils disent, bon, écoute, t'es gentil, mais là, dans les pays arabes, ça devient chaud, quoi. Bien chaud parce que la population, même si on a des dirigeants, des dirigeants, des dictateurs dans nos poches, parce qu'on les paye, hein, on les a corrompus, oui, ça, oui, d'accord, mais les peuples, eux, ils sont pas à 100% chauds, quoi. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est une vision qui est franco-française, il n'apporte pas la vision internationale. La communauté internationale, là, ils n'arrêtent pas de parler, hein, elle n'existe pas. Hein. Et quand il va à la BBC, hein, BBC qui est quand même autre chose que Sud Radio, BBC qui est quand même, qui est effectivement une chaîne qui est internationale, c'est pas simplement les Arabes qui écoutent la BBC, tu vois. il dit aux Juifs, je suis de votre côté, etc. Bon, enfin, reconnaissez que c'est pas très cohérent tout ça. On soigne les électorats différents. La politique étrangère, il communique mal. Vous dites qu'il communique mal. Non, la politique étrangère, ce n'est pas s'adresser à des électorats en France, parce que il est républicain. Ça, c'est sûr. Je dis qu'il est républicain, mais il a de fortes tendances communautaristes. Il faut qu'il s'en débarrasse. En plus, le communautarisme, quand on voit les résultats en Grande-Bretagne, mais oui, c'est du communautarisme de faire la peu de politique étrangère, un peu pour ceci, un peu pour cela. Et je fais attention à ma... Là, je pense que vraiment, à mon avis, moi, si j'aurais simplement une recommandation pour chacun, y compris pour moi-même, c'est à chaque fois de se fier à ce qui est dit et non pas ce qui est rapporté. Je pense que les nuances, elles y sont à chaque fois, mais en fonction effectivement de ce qu'on va entendre, de ce qui semble facile à entendre, un peu parfois dans une sorte de biais de confirmation. On retient la nuance sur tel ou tel élément. Quand on se remet sur les textes, sur ce qui a été réellement prononcé, là, on s'aperçoit qu'il y a une forme de cohérence et justement, le fait que le président de la République assume la complexité des dossiers et ne s'adapte pas, enfin, a bien une forme de constance, quels que soient les auditoires. Mais effectivement, parfois, c'est rapporté de manière... Vous voyez pourquoi quand je dis que être pro-sioniste et être pro-israélien comme Marine Le Pen, c'est important? Parce qu'en fait, tu vois, une fois que
une fois que tu as ces gens-là contre toi, ben, en fait, ils peuvent te démonter, en fait, tu vois. Là, ils t'expliquent tous les journalistes t'expliquent que oui, pas très cohérent ce qu'il fait, Macron, nanani, nanana, nanani, nanana. Il y a 5 ans, il y a 5 ans, lorsque Macron, tu vois, ils auraient trouvé une façon de justifier les conneries de Macron. Et là, la différence, les mecs. Vous voyez? Quand ces gens-là font leur boulot ou veulent faire leur boulot, ou en tout cas, oui, ils veulent faire leur boulot, ils y arrivent. Tu vois, mais rappelez-vous, hein, leur point de vue sur les gilets jaunes. Tu vois? Là, Macron, il faisait du bon boulot, là. Il défendait Macron quand il y avait des yeux éborgnés, des mains arrachées, tout ça, là. Il défendait les enfoirés. Gisbert, il a défendu Macron à ce moment-là. Tu vois, il a défendu à ce moment-là. Et les journalistes défendaient Macron à ce moment-là. Contre les gilets jaunes. Donc, il faut pas croire que... Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas croire que ces gens sont sincères. D'accord, tu vois? Ces gens-là, ils sont pas sincères. Ils ont juste, à un moment donné, à un moment, ça les arrange pas, et là, ils mettent le paquet. Tu vois? Là, ça les arrange pas que Macron... En fait, ce qui les fait vraiment chier, c'est que Macron a dit que, bon, bombarder les femmes et les enfants, c'est quand même pas... c'est pas nos valeurs, hein, on va dire, hein, parce qu'il faut bien... Ben oui, il faut bien qu'ils vendent le produit aussi, t'es marrant, toi. Macron, les Occidentaux, en fait, Israël les met dans la merde, en fait, hein. Et lui, et eux, comme c'est des hystériques pro-israéliens, ils comprennent pas ça. Mais dire on est pour les valeurs, etc., occidentales et tout, et puis ensuite dire Israël, ce qu'il fait, c'est pas mal, en sachant que Israël va sûrement être pénalisé, condamné de point de vue international pour les crimes de guerre qu'il est en train de faire. Et en même temps crier oui oui nous on est pro-israélien, Israël fait ce qu'elle veut, machin machin. Il peut pas, c'est pas un discours qui est tenable à l'international. Hein? Mais lui il comprend pas, lui, ils en foutent ça, tu vois. Lui ce qu'il veut c'est dire que Israël est gentil, que Israël c'est l'amour, que l'armée israélienne elle est morale. C'est ce que je veux dire. Et lui, de toute façon, franchement, je sais même pas, franchement. De manière assez différente. Oui, enfin, c'est rapporté. C'est rapporté. Il a peut-être tendance, effectivement, à dire ce que veulent entendre ses interlocuteurs. C'est peut-être la question. Et à ne pas répéter sans cesse la ligne directrice de la France. Tiens. Ben oui, mais il a raison, Bourdel. Il a raison. Oui, il analyse bien. Ce qu'il dit, c'est que voilà, enfin, il analyse bien. En fait, c'est parce que la ligne directrice, la position politique qu'a pris la France dès le début du conflit, elle n'est pas tenable. Elle n'est plus tenable. C'est ça qu'ils comprennent pas. Regardez en 2017. Je me refile à 2017. Oui. La position européenne était difficile à défendre. Quel est le candidat qui, malgré les réticences des Français, a défendu une ligne européenne extrêmement ferme, innovante, enfin audacieuse, et qui la défend depuis. Le président de la République, c'est aussi parfois s'adresser, que ce soit aux Français, à ses interlocuteurs internationaux, pour leur dire ce qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Et je crois qu'il assume cette complexité, et il essaye de dire la même chose à tout le monde. Oui, mais on va... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils confondent la politique. C'est que les mecs sont tellement hystériques, tellement dans leur truc, qu'ils confondent Israël et la France, en fait. Israël, c'est un pays étranger, les mecs. Israël, c'est la politique étrangère, c'est pas la politique de la France, Israël. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand Macron, il parle d'Israël à la télévision, il parle de politique étrangère, pas de politique interne française. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux, en fait. C'est marrant, hein. Là, je reconnais que vous avez marqué un point, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une ligne sur l'Europe.
C'est-à-dire, il Oui. dit toujours la même chose à tous ses interlocuteurs. Et là, et je pense qu'il pourrait parler de la même façon sur le Proche-Orient et sur toute une série de sujets. Reconnaissez quand même, bon, c'est pas sympa ce que j'ai rapporté, mais cette histoire de la Chine, c'est consternant. C'est-à-dire, après une visite officielle, on dit pratiquement aux responsables chinois, allez-y, allez, envahissez Taïwan. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, là, reconnaissez. Ça va pas du tout. C'est pas sérieux. Mais en fait, c'est ça qui est délirant, en fait, avec ces gens-là. Hein. Ils ont une interprétation délirante des choses, et puis ils critiquent leur interprétation délirante des choses. C'est-à-dire, je suis pas pro-Macron, hein, mais il a jamais dit que la Chine pouvait aller envahir Taïwan. Hein. Et puis même, ce serait même le cas, enfin, je veux dire, d'un point de vue international, Taïwan fait partie de la Chine. Tu vois, donc en fait, cet enfoiré, là, Gisbert, en fait, c'est une crapule. Hein. Non seulement c'est guignol, mais c'est une crapule, en fait. Parce qu'il dit que, encore une fois, tu vois, l'interprétation est complètement délirante. Macron, c'est vrai qu'il a peut-être été séduit par la Chine, mais de toute façon, je veux dire, d'un point de vue économique, notre intérêt, c'est quoi? C'est de se fâcher avec la Chine? D'être pro-américain par rapport à la Chine? Est-ce que c'est vraiment notre intérêt économique? Je sais pas, hein. Je sais pas, mais c'est pas évident, hein. Et puis il interprète ça de sa manière, et puis ensuite, il trouve cette manière d'interpréter délirante. Comme si Macron avait dit que la Chine pouvait envahir là. Enfin, franchement. Ça n'est pas de la politique étrangère sérieuse. Est-ce qu'il ne veut pas plaire systématiquement? Est-ce que à ses interlocuteurs, j'ai Mais l'impression. pas sur l'Europe, comme vous l'avez très bien Thomas dit, c'est vrai que Cassini. sur l'Europe, il est plus clair. Je pense que chacun a envie de plaire d'une certaine manière, mais lui, il défend la politique de la France, il fait la politique étrangère de la France, et il a par contre une pluralité de choses à prendre en compte. Il a ce qu'il pense, lui, à titre personnel, il a la cohérence avec les valeurs, l'histoire de notre pays, nos positions, il a effectivement les questions politiques européennes à prendre en compte, l'opinion publique de son pays, l'opinion publique des pays sur lesquels il intervient. Et donc la formulation de sa politique étrangère repose sur énormément de paramètres, non seulement qui sont compliqués, et qui en plus évoluent au cours du temps. Sur la position sur le Proche-Orient, entre le 7 octobre, ou le 8 octobre, au lendemain de l'attaque terroriste du Hamas, et quelques semaines plus tard, forcément les positions un peu évoluent en fonction des actions des uns et des autres. Ah oui, voilà. C'est ça, ça devrait être ton argument normalement. Je sais pas moi, tu devrais dire, écoutez, au début, c'est vrai que bon, on s'est mis derrière Israël en se disant, bon, Israël a le droit de se défendre, même si, bon, encore une fois, c'est délirant, parce que c'est pas Israël qui se défend, c'est la Palestine qui se défend, mais bon, hein, c'est comme ça, malheureusement, le pouvoir médiatico-politique, en tout cas en France, est tellement fort qu'il a réussi à changer, c'est l'oppresseur qui devient l'oppressé. Mais bon, c'est comme ça. Mais à la limite, tu pourrais venir dire, oui, bah écoutez, monsieur, aujourd'hui, la situation est totalement différente. L'Israël, on lui a dit qu'elle pouvait se défendre et elle a utilisé ce droit pour, en fait, commettre un massacre à Gaza. Tu pourrais le justifier comme ça, tu vois. Mais qui pose problème dans les pays arabes et même au niveau international. Ça pourrait être ton argument, mais pourquoi tu le dis pas, ça? C'est le problème, c'est ça, hein. Ça, et à la limite, parce que le problème, c'est que si tu disais ça, en fait, tu porterais la faute sur Israël. Et tu serais traité d'antisémite. Mais non, mais c'est vrai. J'essaie de comprendre pourquoi il prend pas ce type d'argumentation en disant, bon, ben, au début, oui, puis ensuite, on s'est rendu compte que, bon, voilà, c'était plus tenable comme position. Et donc voilà, mais ça veut dire le problème c'est que mais de dire ça en fait ce serait partir de l'hypothèse que Israël irait un peu trop fort à Gaza. Hein? Alors que pour ça le problème c'est qu'en France,
pour les médias pro-israéliens, en France, il n'y a pas de problème en fait. Hein? Donc en fait, son problème en fait, lui, c'est qu'il est obligé, le problème de lui, c'est de Macron en fait, c'est que Macron en fait, lui, il est obligé de composer avec une France, je veux dire, il est obligé de composer avec une élite française ultra israélienne, je suis désolé les mecs, hein, mais ultra israélienne, là c'est complètement délirant. Comme à un moment donné avec l'Ukraine, quoi. Ultra ukrainienne, ultra israélienne, et une opinion internationale qui devient, qui a changé en une semaine on va dire, de d'empathique, compassionnelle avec Israël en pro-palestinienne. Et là maintenant, maintenant la France et les États-Unis maintenant ont l'air malins. Hein? Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons être concrets et en revenir sur ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et les diverses interventions du président de la République depuis le 7 octobre. Juste après la pub. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, le président de la République, Emmanuel Macron, a-t-il une colonne vertébrale en politique étrangère? Vous dites non, Franz-Olivier Gisbert, il n'a pas de colonne vertébrale, selon vous? Sur certains sujets, il a une colonne vertébrale. Il a une colonne vertébrale, par exemple, sur l'Europe, c'est clair. Oui, mais regardez même sur l'Ukraine. C'est quand même lui qui a dit un jour, il ne faut pas humilier Poutine. Ça veut dire quoi, ça? Évidemment, si vous voulez faire la paix avec Poutine, il faut peut-être l'humilier pour pouvoir discuter avec lui, parce que... Oui, c'est ça, hein, Gisbert, hein, les mecs. Ouais, c'est délirant, quoi, c'est délirant. C'est-à-dire que oui, évidemment, hein, on va humilier quelqu'un pour qu'il fasse la paix, évidemment. À la limite, oui, il faut le faire, mais c'est quand t'es sûr de gagner, parce que là, là, si t'es en train de perdre, t'as l'air malin, hein. Ah ouais, mec. Visiblement, on peut pas discuter avec lui. Donc, si vous voulez, c'est sans arrêt du stop and go, on va dans un sens, mais après on va dans l'autre. Sur l'Ukraine, lorsqu'il dit il faut discuter avec Poutine... Mais très bien, il a raison, il faut discuter, bien sûr. De toute façon, à un moment donné ou à un autre, il faut discuter avec mais Poutine. ça, on est d'accord. Oui. Ce que je dis simplement, c'est quand il avait dit, souvenez-vous de cette phrase dingue, on se demande qui lui avait soufflé ça, ou c'est celui qui a trouvé ça. Il faut pas l'humilier. Mais bien sûr, il faut l'humilier pour discuter, il faut l'humilier. Et c'est comme ça qu'on l'amènera sur la table de négociation. Pour discuter, il faut l'humilier. Et c'est comme ça qu'on va l'amener sur la table. Enfin, je veux dire... Voilà, quoi. Et puis surtout, c'était déjà dans un délire que il pensait sérieusement, c'est ça aussi, hein. C'est que c'était dans le délire au moment où les Occidentaux pensaient qu'ils allaient gagner, que l'Ukraine allait gagner contre la Russie aussi. Hein. Faut pas oublier non plus ça. Hein, ce qu'ils pensaient, parce qu'il y avait eu 2-3, alors ça aussi, hein, il y avait eu 2-3, je crois qu'il y avait eu Kherson et la contre-offensive à Kharkov et l'évacuation de Kherson par l'armée russe. Oui, il faut pas humilier les Russes, voilà, c'était des fanfaronnades. C'était des fanfaronnades et c'était la grande gueule de Macron, quoi. Ouais, mais maintenant, maintenant maintenant on voit bien que c'était du n'importe quoi. Et l'autre abruti qui nous explique non, en fait, c'est quand même dingue qui dit qu'il faut pas humilier Poutine. Il faut l'humilier pour qu'il vienne faire la paix. Enfin, je veux dire. Mais en même temps, effectivement, vous avez raison. Faut tout le temps, il faut parler dans ces cas-là. Mais il faut parler, comme on parlera au Proche-Orient à un moment donné ou à un autre. Bien sûr. Thomas Gassillou, il n'a pas de colonne vertébrale? Si, je vous le dis. Je suis content déjà d'avoir marqué ce bon point sur l'Europe et reconnaissons-le effectivement depuis le discours de... Un bon point par Gisbert. Enfin, franchement, les mecs. Tu vois, c'est là, si vous voulez, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi, le pouvoir des médias et des journalistes. Je veux dire, lui, il a été élu, lui, pas lui. Même si on a le droit de... Moi, c'est pas mon kiff, hein. Renaissance, je trouve que bon. Mais lui, il a été élu.
il est président de quoi? Président de la commission de la défense nationale et des forces armées. Hein? Et il est content parce que Gisbert dit que Macron, enfin, vous voyez le pouvoir des médias, des journalistes. C'est lui le vrai pouvoir en fait en France. Hein? Parce qu'on nous dit oui, c'est le quatrième pouvoir. Non, 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 c'est le premier. C'est le premier pouvoir aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis les mecs, hein? À un moment donné... De la Sorbonne, le fait que cet agenda déroule, Cohérent. que tous les Européens lui Il devrait disaient être en là-dessus. 2018 que c'était trop tôt, que ça n'allait pas, Président etc. de l'Union européenne. Et que finalement, les uns et les autres s'y rallient. Et malheureusement, dans les années qui arrivent, on risque Oui. de reconnaître des accélérations de notre histoire. On verra les élections aux Et États-Unis. si je peux me permettre, qui je lui vais donneront raison, rajouter je quelque pense. chose dans votre sens sur la cohérence. Sur l'Europe, c'est aussi le premier à avoir dit et répété qu'il fallait une défense européenne. Et sur ce point, il a raison. Même si les autres ne veulent pas, il a raison de le dire et de le faire. Donc, vous voyez. Il a raison de le dire, même si les autres ne veulent pas. Il passe juste pour un con, quoi. Hein? C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, il a raison, il a raison. Il a raison de le dire, même si les autres ne le veulent pas. Oui, enfin... Hein? Je suis Bien sûr, pas mais un je adversaire reprends. résolu sur tous les sujets. Mais je reprends la coalition internationale contre Un adversaire résolu sur tous les sujets. le terrorisme. Personne n'a rien compris. Il y a quand même aussi ces ambassadeurs en Moyen-Orient qui ont manifesté leur inquiétude. Hein, ne sachant pas Les vérifier. islamo-gauchistes, hein. Gisbert, c'est des islamo-gauchistes, les mecs, les diplomates, là. Hein? Véritablement quelle était la position de la France. Non, mais les ambassadeurs ont toujours eu parfois certaines positions, certains rapports au pouvoir. Ils s'expriment et ensuite, dans une démocratie, c'est le chef qui a été élu qui tranche et qui mène une politique étrangère. Vous savez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se compare par rapport à des régimes autoritaires. Alors c'est sûr que pour les non. régimes autoritaires, c'est simple de prendre des Mais non, vous avez des donné l'exemple décisions. de Biden, là. Ici, Vous changez de sujet, là. Non, mais Biden, par Biden, exemple, justement, il y a une cohérence chez Biden. Biden mène une politique qui est louable à la fois sur le Proche-Orient et sur l'Ukraine. Mais regardons les États-Unis par rapport à la France. Si on parle de la position au Proche-Orient, qui n'a pas varié de position sur justement la solution? Voilà, c'est ça que je dis qu'il fallait dire dès le départ, pour le coincer, votre abruti, là. Hein, puisque de toute façon, tu suces la roue des États-Unis, donc dis, dès le départ, tu aurais dû dire, bah ouais, les États-Unis ont changé la vie, et comme nous on est alignés sur les États-Unis, bah, on change d'avis aussi, tu vois. Ça aurait pu être ton argument, en fait. Solution politique à deux États, c'est bien la France qui a cette constance. Donc regardez. Parce qu'ils n'ont Non pas eu mais Trump. attendez, Ah, bah, moi parce je qu'ils n'ont voudrais pas eu Trump, dans le justement. concret, Thomas Gassillou, Oui. pardon, mais il est à la BBC, on en parlait, Emmanuel Macron a durci le ton à la BBC. Oui, parce qu'il s'adressait Oui, il a exhorté aux Israël. arabo-musulmans. Elle s'adressait aux arabo-musulmans. T'imagines, le mec, quand même. Bah, moi, je suis pas énervé, les mecs, hein, mais c'est juste un constat, quoi. Voilà, il a exhorté Israël à cesser les bombardements qui touchent les civils. Bon, Ah oui, mais c'est un islamo-gauchiste, hein. Vous voyez? C'est parce que en France, c'est pro-israélien de combat. En fait, je vous le dis, la France est pire qu'Israël. Je pense qu'aujourd'hui la France est devenue pire qu'Israël. il parle de cesser le feu. Et le lendemain, ou même juste après, le téléphone au président israélien Herzog, pour lui dire « Paris soutient Israël Ah non, mais on comprend plus rien, ça c'est sûr. ». Là, est-ce que... Moi, est-ce qu'on... Ouais, c'est parce que c'est une... Ouais, non, mais c'est pas compliqué à comprendre, c'est juste que Macron, voilà, quoi, il s'est un peu... voilà, quoi, il se dit, bon, il faut bien que... je crois pas qu'il ait, en fait... il n'a pas changé d'avis, c'est juste que, bon, voilà, quoi, il a dit, bon, on vous soutient, mais bon, l'air de dire, attention quand même à ce que vous faites, quoi. Et c'est ce que Biden a dit, hein. On comprend. Est-ce qu'on comprend son positionnement? Bah non. Ah, est-ce qu'on peut faire preuve d'un peu de nuance et de complexité? Bah, non, mais c'est pas des- Ah non, c'est les journalistes français. Peut pas, hein. La nuance, ce sont des faits. On Ce sont des soutient faits. Israël Oui. dans son droit, même son devoir d'assurer sa propre sécurité. Et on peut dire,
en même temps, selon l'expression consacrée, que Israël doit agir dans le cadre du droit international et humanitaire, et les deux positions sont tout à fait... Regarde, t'as vu? T'as vu la réaction de Gisbert? En même temps, selon l'expression consacrée, que Israël doit agir dans le cadre du droit international et humanitaire, et les deux positions sont tout à fait compatibles. Voilà. Donc, non mais attendez, elles sont compatibles si on les dit en même temps. C'est ça que je veux dire. Mais c'est la critique que... Moi, j'ai pas regardé le... difficile parce que c'est indéfendable. C'est-à-dire, ça consiste à... cette politique française, on peut dire qu'il... c'est la stratégie française habituelle ou la diplomatie sur le Proche-Orient, je veux dire, il se tient dessus. On peut pas dire le contraire. Il suit la ligne. Le seul problème, c'est que il dit noir un coup, blanc l'autre coup, et selon les électorats, selon les personnes auxquelles il s'adresse. Et c'est ça qui me gêne. Puisque, je veux dire, ça ne gênait pas Mitterrand de dire des choses désagréables aux dirigeants israéliens ou aux dirigeants arabes. Ça ne gênait pas Chirac de la même façon. Ça ne gênait pas De Gaulle. Enfin, je veux dire, là, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il essaie d'être gentil avec les différents électorats, c'est une vision communautariste de la politique étrangère. Je ne pense pas. Encore une fois, je pense que ce sont des propos qui sont rapportés, l'accent qui est mis à tel ou tel endroit, mais qu'il assume une forme de cohérence avec ses interlocuteurs. Voilà. Après, effectivement, l'accent peut être mis selon la personne qui en parle sur tel ou tel endroit, mais je pense que pour ma part, il assume une véritable cohérence. Alors, le ministre de la Défense est au Proche-Orient, il était au Proche-Orient, il a rencontré la... Bon, évidemment, là, il y a une ligne de conduite d'Emmanuel Macron, c'est la libération des otages. Bien sûr, qui est une priorité. Qui est la priorité, qu'il la répète maintenant, qui est devenue... libération des otages, ça fait 8 jours qu'il en parle vraiment. Avant, c'était il n'en a pas beaucoup parlé. Oui, il n'en avait pas Par beaucoup définition, parlé. on n'en parle pas beaucoup. On en parle beaucoup. Il faut la libération des otages. D'ailleurs, on attend toujours un hommage aux 40 Français tués par le Hamas. Toujours rien. Il avait annoncé, pardon, mais là aussi, il parle beaucoup. Est-ce qu'il parle trop ? Est-ce qu'il ne parle pas trop ? Il avait annoncé qu'il y aurait une cérémonie d'hommage. Vous vous souvenez ? Bon, il n'en parle plus. Non, vous avez entendu parler de quelque chose à ce propos ? Non, mais pour l'instant, j'en ai pas entendu parler, mais c'est pas moi qui en suis responsable. Ça sera son initiative. Est-ce que vous avez conscience de la difficulté, à la fois en termes d'organisation, de calendrier, à trouver? Il y a des calendriers qui sont tous extrêmement chargés. Il y a des contraintes qui sont à chaque fois existantes. On peut annuler quand même un certain nombre de choses. Vous savez très bien. Non, mais j'entends bien. Mais vous parlez de la libération des otages. Vous savez typiquement que c'est un sujet sur lequel l'expression publique peut nuire à l'efficacité. Ayez conscience de cela. Vous savez, moi, tout à l'heure, vous parliez des maires. Avant d'être un jeune maire, effectivement, je regardais le maire de ma commune en disant pourquoi ne fait-il pas ça, pourquoi ne fait... Voilà, comme si tout était facile. Je peux vous dire que quand vous avez l'exercice des responsabilités, tout d'un coup, vous vous rendez compte de la complexité des choses. Quand il met en avant la priorité des otages, la libération des otages, il a raison. Mais évidemment, personne ne va contester. Et donc la question, si je peux terminer, c'est est-ce que je connais quelqu'un qui ferait mieux à sa place? Aujourd'hui, la réponse est non. Oui, on a l'impression que ça, parfois... c'est vous, parce que vous êtes... Exagère pas non plus, là. Exagère pas non plus, là, frère. Exagère pas, hein. Tu pourrais faire mieux, je ne le connais pas. Ouais, vas-y. Tu m'éviles pas, là? Là, ce qu'il faudrait... Ouais, voilà, le problème, c'est ça, hein. Ce qu'il faudrait, en fait... Bah oui, mais le problème, c'est que c'est là, où on a les fils qui se touchent, en fait. Parce qu'en fait, ceux qui nous ont vendu Macron... C'est Gisbert, hein. C'est Gisbert qui nous a vendu Macron, hein. Qui nous expliquait que c'était le nouveau Jupiter, ou je sais pas quoi, là, qu'on allait voir. C'est eux qui nous l'ont vendu, hein. Et les médias, les journalistes, les médias nous ont vendu Macron, d'accord, comme quoi c'était le plus jeune, elle travaillait à Banque Rothschild, machin, hein. Bon, on n'a pas expliqué ce qu'il disait, mais bon, hein, c'était un génie, etc. Et puis maintenant, on se rend compte qu'en fait, vous savez de quoi on se rend compte? En fait, on se rend compte que Macron, en fait, c'est juste... parvenu qui n'a aucune compétence diplomatique. Tu vois? Aucune compétence diplomatique. Et c'est le problème que là... c'est le problème, la situation dans laquelle on est. C'est qu'on a un dirigeant qui a été monté à coups de criquet
par les médias et qui n'a aucune compétence diplomatique. Et c'est pareil pour même si c'est pareil pour les mêmes qu'eux ils défendent. Hein. Marine Le Pen, elle a aucune compétence diplomatique. Pareil pour comment il s'appelle là, Zemmour. Hein. Vous croyez que Zemmour il va aller dans les pays arabes expliquer que ouais bon de toute façon vous savez en France les musulmans il faut qu'ils se convertissent pour qu'on les enfin bon après hein. Macroniste, mais il y a quand même pléthore de grands politiques en France. Eh ben, j'essaie de regarder. Je vois un président qui est extrêmement... Il y a des grands politiques en France, vous Oui, croyez oui. Oui, mais mais lui il croyait que Macron c'en était un aussi à la base. Hein. Bien sûr. En tout cas, moi je vois un président qui est très impliqué. Ils ne sont pas toujours en situation, mais regardez la ligne, je sais pas, à gauche, quelqu'un comme Bernard Cazeneuve. François Hollande, il a beaucoup d'expérience. On peut. Michael. C'est très marrant d'entendre maintenant les propos sur François Hollande, alors que. Alors après, non, il y a quelques années, les propos étaient un peu plus difficiles. À droite, vous avez. Mais non, mais attendez, il faut. Il dit A à un moment, et puis il dit B, puis il dit contraire 2 semaines après, hein. 3 ans après, parce qu'il sait très bien que tout le monde a oublié ce qu'il avait dit. Non seulement tout le monde avait oublié, mais les journalistes ne vont jamais leur rappeler ce qu'il avait dit il y a 5 ans, hein, cet enfoiré. Là. Oh, j'essaie d'avoir un peu d'être honnête. La critique est facile. Est difficile. Non, et regardez, de l'autre côté à droite, vous avez Laurent Wauquiez, Nicolas Sarkozy, enfin, il y a toute une série de gens David Lisnard, et puis le président du Sénat, quand même, qui n'est peut-être pas un ami d'Emmanuel Macron, mais qui est quand même une personne extrêmement habile et intelligente. Bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut. Ils ont des qualités, mais s'ils étaient à la place d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas dire, il ne peut y avoir que Macron, mais ça, personne ne le croit, ça fait rigoler tout le monde. Mettez simplement le doigt sur la difficulté actuelle du contexte international et la complexité des situations. Toutes les personnes que vous avez citées ont des qualités certaines. Le problème peut-être, voyez, mais je ne suis pas sûr qu'il ferait mieux que le président de la République. Emmanuel Macron, c'est que c'est un manque d'expérience. C'est-à-dire que on a vu arriver tout ça. C'est ce que je vous ai dit il y a 3 minutes. Voyez? Ben oui, mais le manque d'expérience, c'est toi qui nous l'as vendu. C'était limite, on appelle ça, c'était limite un argument d'élection, ça. Il n'a pas l'expérience, tout jeune, il va changer les choses, machin. Mais alors, si t'as pas l'expérience, le problème en plus, c'est que si t'as pas d'expérience, eh ben, tu demandes aux diplomates, aux ambassadeurs, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise, comment est-ce que je peux manœuvrer sans trop de problèmes. Tu vois? Si t'as pas d'expérience et que tu fais le mariole, moi j'ai pas l'expérience dans un sujet, je vais pas commencer à l'ouvrir, tu vois. Je vais laisser les gens qui sont compétents en parler, je vais dire, bon, voilà... Qu'est-ce qu'il faut que je pense là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut que je pense là-dessus, tu vois? C'est comme ça que je fais, de manière générale. Il y a un conflit quelque part, et ben je vais écouter ceux qui sont compétents sur le sujet, tu vois. Après, je me fais mon idée. Mais de ne pas avoir d'expérience, c'est vrai que c'est un problème, mais c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Tu peux t'appuyer sur des gens qui en ont. Donc pourquoi il ne le fait pas? Hein, le problème c'est que si tout le monde lui explique que c'est Jupiter... Ces gens-là, les Mitterrand et les Chirac, je veux pas faire de la nostalgie, mais ils connaissaient à mort le dossier. Alors et justement, là, on a l'impression qu'ils parlent parfois de dossiers qu'ils connaissent pas. L'exemple le plus extraordinaire étant le Liban, où quand il décide d'attaquer la classe politique libanaise, qui serait selon lui corrompue, vérolée, bon, il a pas du tout actualisé ces dossiers, puisque à l'époque où il le dit, c'est le Hezbollah, le patron, le grand patron, c'est-à-dire en fait l'Iran, c'est le Hezbollah, et les pauvres politiques qui sont là, bah oui, alors, ils ne font que compter les points. Histoire intime de la Ve République, tragédie française. Hein. On est en plein. Vous faites entrer Emmanuel Macron, non? Ben bien sûr, oui, il est en bout de chaîne. Il n'est pas responsable de tout. Hein. Oui. Ça, c'est pas, j'ai pas du tout cette vision-là. Mais je pense qu'il est en bout de chaîne. Il est possible que le chemin de croix de la France continue encore. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait ce livre, c'était l'idée de faire un peu comme une pièce de théâtre. L'acte 1, c'est le sursaut avec le général de Gaulle, qui hérite d'un pays par terre. C'est pour ça que la France n'est pas finie. Hein. Elle n'est pas morte. Elle nous enterrera tous. De Gaulle hérite d'un pays par terre avec le sursaut. C'est le titre du premier du premier. Oui, la France n'est peut-être pas morte, mais ce sera peut-être plus la même France. C'est marrant.
La France de Gaulle, si, elle est morte déjà. Donc, les volumes, eh ben, il remet tout en route. Et ensuite, vous avez la belle époque, c'est la période, l'ère Pompidou-Giscard, qui eux gèrent, on peut dire d'une certaine manière, l'héritage gaulliste. Ça, c'est le deuxième volume. Et le troisième volume, Tragédie française, ça commence en 1981. Quand Mitterrand lâche les vannes et croit que c'est en dépensant plus, en augmentant sans cesse ses dépenses publiques qu'on va créer de la croissance. Le résultat est évidemment catastrophique. C'est le grand fiasco. Et ensuite, la gauche et la droite se relaient pour faire toujours plus d'endettement, comme par exemple d'ailleurs Emmanuel Macron, qui est de ce point de vue d'ailleurs un digne héritier de Mitterrand. Là, pour l'endettement, il est champion. Bien. ben, Sarkozy non plus était pas mal en. Regarde-le l'autre là. Regarde-le, il est tout content. Mais Sarkozy aussi, hein, il nous l'a mise avec son endettement aussi, t'es marrant toi. Hein? Non seulement il nous l'a mise avec son endettement, mais je crois même qu'il a vendu, il a donné l'or de la France aux États-Unis. Et il a fait la guerre en Libye, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des millions d'immigrés, de clandestins. Il a fait la guerre en Syrie. Enfin, je veux dire, c'est pas très cohérent, mais bon, voilà quoi. Faut faire avec ce qu'on a, les mecs, hein. Bah oui, bah oui.